La question des inondations vient s'ajouter aux difficultés organisationnelles que connaît l'école dans bon nombre de pays africains. De Niamey à Abidjan, en passant par Cotonou, Lomé et Accra, pour ne citer que ces capitales et leurs villes environnantes, les eaux de pluie perturbent les activités académiques à certaines époques de l'année. Pour cette année scolaire 2019-2020, par exemple, les inquiétudes sont d'autant plus fondées que le Bénin fait partie désormais de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ça, ce n'est pas de l'histoire, mais cette fois régi par le principe d'harmonisation des périodes d'examen de fin d'année, notamment le baccalauréat. Alors, face à ces différentes perturbations à résister ces derniers jours, peut-on véritablement respecter d'abord, d'aucuns parlent de 22, mais de les 36 semaines requises pour que l'année scolaire et universitaire 2019-2020 soit validée. Au même moment, ces apprenants aujourd'hui en difficulté pourront-ils retrouver le rythme scolaire normal? Mesdames, Messieurs, éducation et inondation, que pourrait-on faire pour sauver l'année scolaire en cours? C'est bien sûr la grosse interrogation de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs du système, mais dans des positions diverses. Toussaint Sabo Fanou, bonjour. Bonjour, Ruby, et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant à la retraite et consultant en éducation. Merci pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Dr Luc Koumolou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant, vous avez franchi donc toutes les étapes pour ainsi parler, parce que vous êtes passé donc désormais du secondaire au supérieur. Merci également pour votre présence sur ce plateau. C'est moi. Alors, sans être alarmiste, jadis, l'école n'a jamais été aussi ébranlée. Passé le cycle des grèves perlées pour certains pays, voici que se dresse devant donc tous Dame Nature. Comment est-on donc arrivé à retenir le mois de septembre pour certains pays, notamment le Bénin, pour la rentrée scolaire? Sabo Fanou. Merci d'abord pour cette occasion que vous m'offrez. Je dois dire que le fait de retenir le mois de septembre ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vœu qui existait depuis déjà quelques années, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on commence la rentrée en octobre, avec diverses perturbations qui arrivent, avec les grèves, avec ceci, cela, le temps imparti pour les situations de classe ne suffisait pas toujours. Et on a vu qu'il y avait une pré-rentrée qui s'effectuait déjà depuis septembre, le temps de mettre les choses au point pour qu'une fois la rentrée d'octobre commencée, tout puisse aller sur les rails, comme on dit. Mais bon, c'est pas toujours mauvais de grignoter sur le mois de septembre, seulement que les années antérieures, dans le mois de septembre, on ne connaissait pas autant d'intempéries. J'ai envie de dire que le changement climatique est peut-être passé par là. Mais toujours est-il que ce qui se passe aujourd'hui est un peu commun à tous les États de l'Afrique de l'Ouest et même à certains autres États africains. Donc l'idée de commencer en septembre, vous voyez, quand ça a commencé, quand la rentrée a eu lieu en septembre, mi-septembre je crois, 16 septembre, tous les parents étaient heureux parce qu'ils s'étaient dit « Ah, maintenant nos enfants auront assez de temps pour régler les problèmes de situation de classe. » Même moi, je me suis dit, voilà, j'ai toujours clamé haut et fort que le temps imparti pour les études scolaires ne suffisait pas dans une année scolaire et que lorsqu'arrivent les grèves, lorsqu'arrivent les mouvements politiques, lorsqu'arrivent les campagnes et autres, ça arrachait les enseignants à leurs tâches. J'étais heureux qu'on commence en septembre, mais cette fois-ci, ce n'est pas les enseignants qui sont allés en grève, ce n'est pas les gens qui ont boudé, mais c'est la nature qui est en train de faire une grève implacable contre le système éducatif béninois et ça donne beaucoup à réfléchir. Vous êtes en situation de classe, Dr Koumolou, puisque le gouverneur sait prévoir. M. Sabo disait tout à l'heure que c'était un vœu qui finalement a été réalisé, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même prévoir tout ça? Parce que le changement climatique aujourd'hui, on parle de perturbations, de dérèglement climatique, on devrait quand même insérer ces données également pour pouvoir donc fixer le programme de l'année scolaire, non? Oui, mais le gouvernement a prévu effectivement ce qui se passe actuellement parce que ce n'est pas la première fois qu'on vit cette situation. Et même avant la rentrée, il y avait déjà un certain nombre de mesures qui étaient déjà prises, et à savoir différer la rentrée pour les écoles qui étaient inondées
Et même, il y avait déjà des propositions, comment former des enseignants pour qu'ils puissent se mettre au pas dès que le moment de l'étiage va venir, c'est-à-dire le moment où l'eau sera retirée. Donc, c'était prévu. Ce n'est pas qu'ils ont été surpris, je suppose, parce qu'il y a quand même eu des mesures. Il y a des zones qui étaient déjà inondées avant la rentrée. Donc, c'était supposé qu'ils avaient prévu qu'il y aurait donc un petit décalage par rapport à d'autres sur le moment donc de commencer la rentrée. Ils avaient proposé aussi pour ce qui concerne les mesures qu'il fallait prendre, que les mairies devaient être associées à la question, comment ils devaient disposer des bacs pour permettre aux enfants de se rendre à l'école. Il y avait la proposition aussi du réaménagement du calendrier scolaire. Tout était prévu, vous pouvez le constater déjà un peu avant la rentrée. Ce qui peut-être n'a pas été prévu, c'est le prolongement, la prolongation que nous sommes en train d'observer au niveau des pluies actuellement, parce que normalement c'était une petite saison. La petite saison de mi-octobre, de mi-septembre à mi-octobre, normalement on devait avoir clôturé la petite saison. Mais les pluies sont exactement comme si on était avril et juin, comme on a l'habitude d'avoir la grande saison dans cette période. Donc ça, c'est des aléas climatiques qui sont en train de se faire sentir et qui peuvent perturber un peu les prévisions et qui ont été déjà certainement prévues, qui ont été, on a pris des dispositions par rapport à ça, mais toujours est-il que le climat, la nature, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout contrôler. Alors, Sabo Fadou, vous avez été enseignant durant votre cursus, vous avez affronté autant donc de difficultés, pourtant vous nourrissiez ce rêve-là de démarrer le plus tôt possible la rentrée scolaire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une situation pratiquement commune au pays de l'espace ouest africain qui se retrouve dans l'espace UEMOA également. Mais pourquoi maintenir la même période pour démarrer les salles de classe? Est-ce que les enseignants, les acteurs de l'école, même les parents sont consultés en amont? Le problème qui se pose, c'est que nous ne pouvons plus vivre et réagir en vase clos. Sinon, on pourrait se dire, écoutez, chez nous, en septembre, il pleut, en octobre, il pleut, eh bien, on va commencer la rentrée peut-être en novembre, ou bien peut-être à mi-octobre. Mais on le décide ici. Au Nigeria, c'est autre chose. Au Niger, c'est autre chose. Au Ghana, au Sénégal, lorsqu'il n'y a pas une harmonisation du calendrier, lorsqu'il s'agira d'harmoniser les examens de fin d'année, eh bien, le Bénin serait totalement en déphasage. Je crois que ce qui pêche contre nous et contre lequel on doit vraiment se lever très tôt, c'est l'harmonisation qu'on est en train de vivre. Le fait qu'on soit en train de faire les examens de fin d'année au même moment dans tous les pays de l'UEMOA devrait amener tous les responsables de ces pays à s'asseoir en tenant compte de la météo pour que dans tous les pays concernés, on commence au même moment en tenant compte des intempéries. Aucun pays ne peut se dérober pour dire « moi, je vais commencer à tel moment ». Vous voulez commencer un mois après, ça fait votre affaire. Un mois avant, ça fait votre affaire. Autrefois, c'était possible. Parce qu'on n'attendait pas les gens du Niger ou d'ailleurs pour faire nos examens. On les faisait, et au Togo, on le faisait peut-être après nous. Cela permettait à des gens de quitter ici, de faire le bac ici, de courir vers le Togo faire le bac. Maintenant qu'on a cherché à régler tous ces problèmes pour que le bac se déroule du moins dans la même semaine, ici comme dans les autres pays, il faudrait de la même façon qu'on se retrouve entre experts de ces pays pour dire, compte tenu de la situation, nous proposons que nous commencions la rentrée scolaire dans nos pays à tel moment. De discussion en discussion, on trouvera le terrain d'entente qui permettra d'échapper à ces intempéries. Surtout, là, le problème qui se pose aussi, c'est qu'on ne sait pas ce que 2020 nous réserve. Parce qu'en 2018-2019, on n'avait pas idée qu'en septembre, au lieu de la petite saison, on aurait une saison giga. Parce que ce qui se passe maintenant avec les pluies, c'est encore pire que la grande saison. Et partout dans le monde, dans tout l'univers, en Europe, en Occident, aux États-Unis, partout, on nous dit changement climatique. Il y a un sommet par rapport à ça parce que la situation devient terrible. Ça veut dire que, puisque les hommes continuent de polluer l'atmosphère, de détruire toute la nature, de ne pas respecter l'écologie, ça va de mal en pire. L'échauffement, la fonte des glaciers, tout cela fait que ce qui se passe en septembre maintenant, avec l'espoir
plutôt ce qui se passe en octobre, avec l'espoir que d'ici novembre, on aura moins de pluie, cela peut se passer l'année prochaine avec plus de pluie en novembre et en décembre à la place de l'harmattan. Donc, nous sommes suspendus. Nous sommes dans une situation de prisonniers qui sont obligés d'attendre que le geôlier ou je ne sais pas quoi, le patron, vienne donner des clés pour ouvrir les portes de la prison afin qu'on s'en sorte. Nous sommes tous victimes du climat. Et aucun gouvernement ne peut dire, moi je sais qu'à la date de temps, de tel mois, il n'y aura plus. Les enfants iront à l'école normalement, il n'y aura pas d'intempéries, il n'y aura pas d'inondation. Voilà la situation à laquelle nous faisons face. Puisque, Dr Koumolo, on est dépendant quand même des partenaires techniques et financiers pour accompagner l'école. On est dépendant de la nature aussi pour pouvoir donc faire face aux réalités qu'exige cette situation d'aller et venir des enfants. Surtout, vous avez évoqué les barques qui sont déjà prévues. Pourquoi ne pas minimiser les risques ? Et d'abord, je voudrais revenir sur un point là. Et vous savez, en dehors de l'harmonisation de l'UEMOA, nos examens étaient en juin. Et le mois de juin chez nous, c'est aussi le mois des grandes pluies. Donc déjà, moi, je vois déjà qu'au niveau de notre pays, il y a on n'a pas tenu compte de ce qui peut se passer et qui peut empêcher les risques liés au climat et qui peuvent entraver un peu le système scolaire. Parce que déjà en juin, vous allez voir la plupart des examens qui étaient en juin, il y avait de fortes pluies le jour même de la composition. C'était déjà des perturbations. Et donc le fait de chercher à harmoniser et de tenir compte du climat, c'est déjà une très bonne solution. Mais on n'avait pas, en dehors même de cette harmonisation, on n'avait pas un système de réglage, de contrôle, de prévention au niveau donc de rapport entre le système éducatif, la bonne tenue des activités scolaires et surtout les examens avec le temps, les saisons de pluie. On n'avait pas prévu, il n'y avait pas ce rapport. Et donc si actuellement cette harmonisation peut permettre de se retrouver dans un créneau, dans un cadre où on peut échapper à ces intempéries, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'on peut limiter les risques? Tout à fait. J'ai dit que le climat, c'est vrai qu'on parle de changement climatique, mais il faut comprendre que les activités anthropiques pèsent beaucoup plus sur ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais, le cas des inondations, les crues sont naturelles. Les crues sont naturelles, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'inondation qui est un débordement des crues. Vous allez demander aux populations de vider peut-être une zone où il y a crue, elles vont refuser. Pourquoi? Parce que les crues amènent des alluvions, amènent des éléments nutritifs aux plaines, au sol. Et dès qu'il y a des crues, quand ils vont planter, ils n'utilisaient pas les pesticides, les engrais, ils n'utilisaient rien. Donc, ces moments de crues et de décrues permettaient à ces agriculteurs de semer et de vivre sans utiliser des engrais et de fertiliser le sol. Donc, c'était un système naturel que la nature avait prévu pour quand même permettre aux agriculteurs de vivre sans utiliser les engrais. Mais les activités anthropiques aujourd'hui, le fait de construire sur des couloirs de déversement des eaux, le fait de construire, je ne sais pas, vous comprenez déjà ce que je veux dire, oui, ça empêche donc les essuie-toits, l'eau de rejoindre les caniveaux, l'eau de rejoindre les zones de déversement de ces eaux-là, ce qui fait que avec ce qui est naturel, plus ce que l'homme lui-même vient aggraver au niveau donc de la situation, ça fait que même si on veut limiter les risques, ce n'est pas sur le climat qu'il faut agir, c'est beaucoup plus sur l'homme. La sensibilisation, l'utilisation de moins en moins de feux, de charbon de bois, etc., qui augmentent les gaz à effet de serre et qui retombent finalement sur le climat. Donc, ce qui est pour le climat, c'est naturel. Et ça permet quand même de créer un certain équilibre au niveau des activités agricoles. Mais ce qu'il faut surtout, ce sur quoi il faut agir, c'est la sensibilisation au niveau des hommes pour réduire tout ce qui est gaz à effet de serre qui peuvent augmenter les risques liés au climat. Alors, Sabo Fadou, vous avez été directeur d'école pour parler de collège. Vous l'avez été donc dans la République du Bénin. Vous avez parcouru beaucoup de localités en dehors des cités lacustres. Est-ce qu'on a besoin de construire des écoles dans des bas-fonds? D'abord, je vais vous dire une chose. L'humain, on dit souvent l'erreur est humaine.
Mais il ne faut pas que l'humain devienne une erreur. Ce serait la catastrophe. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est surtout au niveau des grandes agglomérations, des grandes villes, des cités, qui sont devenues des cités dortoirs parce que tout le monde a déserté la campagne. Vous allez dans des villages, il pleut à Cotonou, il pleut dans le village, il pleut à Cotonou 3 jours. Dans le village, 1 semaine. À Cotonou, on est plus malheureux que dans le village où il a plu pendant 1 semaine. Pourquoi ? Regardez un peu ce qui se passe sous le passage en hauteur de Fifadji. Regardez un peu ce qui se passe aussi au niveau du pont de Djonou, où les humains ont occupé tout l'espace que l'eau devrait emprunter pour s'en aller. Parce que l'eau ne cherche noise à personne. C'est nous qui l'empêchons de couler normalement. Et l'eau cherche toujours à retrouver des espaces pour s'étendre. Donc je crois qu'il y a une sensibilisation qu'il faut faire. Mais il y a aussi qu'il faut mettre fin à l'impunité et à la gloutonnerie qui permet à des gens bien placés de vendre des domaines qui ne sont pas vendables, juste pour leur poche. Et aujourd'hui, nous subissons des conséquences incroyables. Le pont de Djonou, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça coulait normalement. Il y a 10, 20, 30 ans, personne ne pouvait imaginer que là, il y aurait cette je ne sais pas, l'eau a submergé tout. Bref, alors, construire des écoles dans des bas-fonds, je ne vois pas si c'est rapprocher l'administration de l'administré, rapprocher l'école de l'écolier ou bien le collège de l'élève qui va nous amener à construire dans des zones hyper insalubres. Je dis, c'est pas rendre service aux gens pour dire qu'on veut réduire les distances. Il vaut mieux chercher plutôt. Parce quand que vous étiez en activité, comment ça se passait? Non, quand on était en activité, c'est vrai que des gens qui étaient très loin pour arriver dans le CEG où j'étais, et on se dit, mais dans leur zone, on peut quand même construire quelque chose. Mais si la zone est une zone totalement inondable, une zone totalement marécageuse, c'est pas une raison pour dire, parce qu'on veut réduire la distance, on va aller construire dans le marécage. Non, c'est pas à Ganvié. À Ganvié, on sait qu'il y a des habitants de Ganvié. On ne peut pas leur demander de quitter Ganvié pour venir jusqu'à Calavi, c'est trop long. Encore que des gens le font. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas mis toujours les moyens de transport qu'il faut pour que les gens de Ganvié puissent faire le déplacement de façon aisée, avec confort et rapidité. Alors, il faut les localiser là où ils sont. Mais là, c'est qu'on construit des infrastructures qui obéissent aux règles du milieu. Et que ce soit en période de crue, en période de pluie diluvienne ou pas, les habitants de Ganvié parfois sont plus à l'aise que les Cotonois qui sont sur la terre ferme. Donc je crois qu'il faut faire en sorte, c'est-à-dire il faut pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Il ne faut pas chercher à faire plaisir à une communauté sous prétexte que si je ne fais pas ça, ils ne vont pas voter pour moi. Si je fais ceci, ils seront contre moi. Il faut faire en sorte que l'éducation est politisée. L'éducation, il y a longtemps que ça a commencé à être politisé à outrance. Pas politisé seulement, mais à outrance. Dr Koumourou, dites-nous, est-ce que le baccalauréat harmonisé est un impératif? Vous savez, pour les États. Oui. Vous savez, c'est en 2013 qu'un rapport a été déposé par un consultant, que les pays se sont entendus parce qu'ils étaient en Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un comme ça, un président, un chef d'État, a dit que chez lui, il y a un problème qui se pose par rapport au baccalauréat. Et c'est là où tout le monde a ouvert les yeux sur la situation. Parce que le doyen l'a dit tout à l'heure, il y a un Béninois peut-être qui passe le bac chez lui. Une semaine après, il va au Niger, il passe le bac là-bas. Ça ne marche pas, il va au Burkina, il passe le bac de l'autre côté. Et puis, il fait ce tombola-là, et puis ça tombe sur le Burkina. Mais en quoi ça dérange? Ça marche. Je viens. Quand ça marche au Burkina, par rapport à son camarade du Bénin, qui a eu un bac peut-être un peu plus dosé, qui a la mention passable, lui, il est parti de l'autre côté. Je ne dis pas que les autres bacs ne sont pas dosés. Il va de l'autre côté, il a un bac avec une bonne mention, il vient compétir sur le même terrain que l'autre. Et là, le bac donne les mêmes droits à tous les candidats dans les 8 pays de l'UEMOA. Ce qui fait que avec cette facilité de faire le bac au même moment et d'une manière ou d'une autre, une semaine d'écart avec les autres pays, ça fait que il y avait quand même il y avait une injustice d'une manière ou d'une autre qui était au niveau des candidats. Donc quand ils ont commis un consultant qui a fait le travail, le rapport qu'il a déposé était clair, il fallait harmoniser le bac. Donc, le problème n'est pas est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, c'est vraiment un impératif. Il fallait harmoniser le bac, non seulement
pour la qualité des épreuves, non seulement pour l'harmonisation des critères de correction, puisque nous sommes dans le même espace et nous devons quand même partager les mêmes droits, il faut que le parcours soit quand même uniformisé. Et donc, il fallait harmoniser le bac. Le problème qui se pose actuellement, le problème de même démarrage, du démarrage au même moment, fait que nous n'avons pas les mêmes saisons. Il y a des pays sahéliens avec nous dans le lot. Ce qui fait que pendant que nous sommes dans les pluies, eux sont dans la sécheresse. Et vous voulez qu'on commence au même moment. Pourquoi ? Est-ce que c'est obligatoire qu'on commence au même moment ? Voilà que vous êtes entendus pour faire le bac au même moment. Et on doit faire le même quota d'heures. Donc, ils se sont mis dans un piège. Et pour reculer, ce serait un peu difficile maintenant. Alors, Fanou, est-ce que vous pensez, en tant qu'enseignant, que les curricula seront véritablement respectés? Oui, les curricula par rapport à l'année scolaire au Bénin aujourd'hui. Oui. Bon, je voudrais d'abord dire par rapport au bac harmonisé. Autrefois, on n'avait pas autant de possibilités de numérisation, d'électronique et tout ça là. Je crois qu'aujourd'hui, si je passe le bac au Bénin et que dans 2 semaines, je dois aller passer le bac au Niger, on doit pouvoir vérifier sur les écrans si je suis déjà passé au bac au Niger, même si je le cachais. Et ça doit pouvoir m'éliminer. Cela va faire partir des solutions à trouver pour qu'il y ait un décalage et qu'on évite les périodes de pluie. Il a dit quelque chose de très important. Ce qui se passe aujourd'hui ici, ce n'est pas la même chose au Niger ou au Burkina. Au Burkina, le temps qu'ils vivent là-bas n'est pas le même temps que nous vivons ici. Donc, il faut maintenant mettre à profit le numérique avec l'électronique et toutes les... Comment j'appelle ça l'informatisation. L'informatisation, voilà, qui nous permettra quand même de voir qui ment, qui vient du Bénin pour venir passer rapidement le bac, parce qu'il y a une injustice criarde là. Je passe le bac avec vous. Je fais ici un bac bien dosé, il faut le dire, et vous allez au Niger parce que nous tous deux, ça n'a pas marché pour nous. Dans la même semaine, vous avez passé un autre bac, vous avez le bac. Il y a une injustice qu'il faut corriger. Ceci dit, quand vous parlez des curricula, il y a quelque chose qui a été établi depuis des décennies par rapport à l'école. Il y a des temps de relaxation, il y a des congés. Tout cela pris en compte avec des heures de situation de classe devait permettre de dire, lorsqu'on prend ce programme en SVT ou bien lorsqu'on prend ce programme en histoire géo, on doit pouvoir le terminer en 17 semaines, 22 semaines, 18 semaines. Et là, le temps qui reste, c'est pour les révisions. Si ce n'est pas cela, et qu'il est prévu, par exemple, que les curricula, enfin, les matières qui prennent le plus de temps doivent aller jusqu'à 30 semaines, et qu'on a une période de 20 semaines, c'est un exemple que je donne, 20 semaines de cours, mais ça veut dire qu'il y aura du bachotage. Il y aura des épreuves, des matières qui n'auront jamais été achevées dans le programme. Et avec ça, on ira au bac ou au BPC, ce qui ne serait pas bon. L'idéal dans l'école, c'est quoi ? Prévoir que nous avons en tout et pour tout 30 semaines selon le canevas qui est pris. Prévoir peut-être 1 ou 2 semaines d'imprévus. Prévoir peut-être aussi 1 semaine en plus pour que, quel que soit Alpha, dans tout le pays, parce qu'il y a des zones maintenant au Bénin qui sont lésées par rapport à d'autres zones à cause de l'inondation. Lorsqu'on prévoit tout cela et qu'on met le tout dans la balance, ceux qui ont fini dans 28 semaines et qu'on sait que c'est jusqu'à 32 semaines, les autres ont le temps de se rattraper pendant que ceux-ci font révision. Il y a une injustice qui est corrigée. Mais si tout le monde doit aller au même examen avec ces genres de situations malaisées, je crois qu'il y a un problème qui se pose et les experts, les partenaires de l'école doivent s'y pencher. Il ne sert à rien d'ouvrir une salle de classe lorsqu'on n'a pas les professeurs, lorsqu'on n'a pas le curricula au point, lorsqu'on ne connaît pas le temps de classe qu'on va passer. Je sais que les pouvoirs font beaucoup d'efforts, mais le Bénin n'est pas un petit quartier où toi et moi, nous pouvons aller d'une porte à une autre pour régler les problèmes. C'est vaste. Et c'est parce que c'est vaste qu'il faut faire appel aux experts, faire appel aux partenaires, des gens qui ont l'expérience sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas meilleure expérience que celui qui vit sur le terrain, qui connaît de quoi il est question. Faire appel à tout cela pour voir, bon voilà, nous sommes à telle étape, réglementairement, officiellement, conventionnellement, voilà le temps qu'il nous faut pour finir l'année scolaire. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que j'avais toujours l'habitude de dire, bon, aujourd'hui c'est un peu différent. Il y a environ 10, 15 ans, je disais, les 9 mois de cours ne nous suffiront jamais. Parce que dans les 9 mois de cours, il y a des congés, ça c'est conventionnel. Mais il y a aussi des mois
de débrayage, de grève. Et là, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une situation apaisée dont on devrait forcément profiter pour que les enfants qui apprenaient tout en 8 mois ou en 6 mois puissent maintenant vraiment apprendre l'essentiel en 8, 9 ou 10 mois. Voilà ce que je pense. Est-ce que vous avez suffisamment de temps cette année comme cela? Bon, le doyen dit que nous sommes dans une situation apaisée. Je vous dirais que la situation est apparemment apaisée. Parce que sur le terrain, je suis tenté de dire qu'il y a des élèves qui n'ont pas encore commencé entièrement la rentrée. En dehors des intempéries? En dehors des intempéries. Parce qu'il y a une volatilité qu'on observe encore au niveau de certains enseignants. Il y a certains qui ne sont pas encore bien stables. Et je sais que c'est la vérité. Et c'est vrai que ça va se corriger avec le temps. Mais dit que nous sommes dans une situation apaisée, c'est vrai, je crois qu'on veut parler surtout de la grève, voilà, etc. Mais on n'a pas entièrement commencé la rentrée partout. Et par rapport à ça, ça peut agir sur le temps qui nous a été imparti. Je crois savoir... Et par rapport au temps, vous en disposez jusqu'à 32 ou 36 semaines? Je crois que nous n'avons pas 36 semaines cette année. Et je crois que nous n'avons pas 36 semaines. C'est à vérifier. Mais je suis en situation de classe et j'ai cru entendre que nous avons 22 semaines cette année. Oui, incroyable, mais vrai, nous avons 22 semaines. Nous avons soulevé ce problème-là et au Conseil. Et nous avons demandé est-ce que nous pouvons rester dans ce temps et nous en sortir. Et puisque nous n'avons plus de grève, puisque la situation est apparemment apaisée et que nous avons commencé tôt, et théoriquement, on peut supposer que les 5 mois et demi peuvent nous suffire pour terminer l'année. Si on élimine les temps morts et on met du sérieux, on peut s'en sortir. Mais actuellement, avec les intempéries, avec le flottement qu'on observe avec les aspirants, je ne crois pas qu'on pourra respecter rigoureusement sur tous les points du Bénin ces 22 semaines, si effectivement c'était 22 semaines qu'on nous a donné. Donc le problème du temps va se poser. Alors, M. Sabou, on ne va pas faire de fixation sur le temps. Aujourd'hui, le fait est là que tous les enseignants, en tout cas tous les enfants, n'ont pas encore retrouvé le rythme normal de l'école, alors que depuis déjà pratiquement 1 mois, la rentrée a commencé, même plus. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore d'enseignants et ceux qui sont aujourd'hui sous la coupe des eaux, comment, en tant qu'enseignant, donc en tant que pédagogue, vous pouvez vous prendre et donc donner également ce même conseil aux parents afin que leurs enfants retrouvent le rythme normal, parce que pratiquement ils sont comme encore en vacances? D'abord, je dois dire que lorsqu'on a 2 femmes qu'on amène à l'hôpital et que l'une d'entre elles fait la fièvre et que l'autre est en train de crier parce que la tête du bébé sort, je crois qu'il faut courir s'occuper de celle dont la tête du bébé sort. Il y a urgence dans les 2 cas, mais il y a une urgence ailleurs. On ne peut pas commencer la rentrée en septembre et jusqu'à aujourd'hui, des enfants sont encore à la maison ou sont dans une situation où ils ne savent même pas quand ils vont commencer. Il faut d'abord se dire que tout est psychologique. L'homme est psychologique avant que d'être matériel. L'enfant qui fait 1 semaine et qui voit ses amis, ses camarades aller au cours pendant que lui, il est privé de ses cours, dans sa tête, ça ne va plus. Psychologiquement, il est diminué, il est abattu. Même s'il s'amuse, quelque part, de temps en temps, il va se recueillir pour dire « mais tout le monde va au cours, moi je ne vais pas ». C'est pour cela qu'il est très important de parer au plus pressé. C'est-à-dire quoi? Nous avons une zone inondée, nous n'avons pas voulu qu'il en soit ainsi. Nous avons été pris de court par les intempéries. Mais il faut trouver tout de suite une solution B. Si la solution A n'a pas permis, que tous ces enfants-là aillent tout de suite à l'école au même niveau. En principe, quand on commence la rentrée au Bénin, c'est que les enfants du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, des hameaux les plus reculés, tous sont en train d'aller à l'école. Et si on prenait des images satellitaires, on devait voir que dans tous les coins du Bénin où il y a école, tous les enfants vont à l'école. Mais si on voit des enfants qui ne sont pas allés à l'école, il faut chercher des solutions intermédiaires, parce que là où il y a inondation, il y a aussi des terres fermes. Et il n'est pas interdit qu'on érige de toute urgence, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, qu'on érige des espaces qui pourront permettre d'accueillir ces enfants, même si c'est en attendant que les eaux se retirent, mais leur donner au moins l'impression, c'est pas l'idéal, mais leur donner au moins l'impression qu'eux aussi, ils ont commencé l'école, plutôt que de les laisser à la maison,
Parce qu'un enfant qui reste à la maison, lorsqu'on commence la rentrée, il reste à la maison 1 semaine, 2 semaines. Lorsqu'il s'agira de reprendre les cours, il est plus lent. Il est exactement comme un avion cargo qui décolle. Il décolle avec lourdeur. Il a déjà perdu tout le réflexe. Il n'est plus à l'aise. Donc, je crois que cela revient. Je ne suis pas le genre de personne qui dit l'État, les gouvernants, le pouvoir public. Non, nous sommes tous concernés. Si dans notre zone, il y a une situation comme ça, faisons recours au chef quartier, aux délégués, aux maires, à tous ceux qui sont concernés, au préfet, pour qu'ils sachent qu'il y a une urgence et qu'on doit tout faire pour que les enfants-là n'aient pas plus de retard qu'ils n'en ont jusqu'à ce moment-ci, même si on reconnaît que nous avons été pris de court par les intempéries. Alors, Dr Koumoulou, vous êtes également, vous êtes beaucoup plus en situation de classe. Vous avez noté beaucoup de ratés déjà pour ce qui concerne le cadre organisationnel. Mais ici, c'est beaucoup plus les réalités du terrain. Est-ce que vous pensez que ces élèves que vous rencontrez la plupart du temps, qui vous jettent quand même quelques mots, vous avez pitié d'eux? Oui, mais c'est tout à fait humain d'avoir pitié de ces enfants quand on les rencontre. C'est vrai que là où je suis, il n'y a pas intempérie. Là où je suis en situation de classe, il n'y a pas intempérie. Mais je ne dirais pas que tout est rose, parce qu'il y a le problème de mobilier qui se pose. Et quand je vois ces enfants trimballer les bancs, et moi, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose et je n'aime pas ça. Parce que nous n'avons pas vécu aussi dans cette situation. C'était vrai que c'était pas encore... tout n'était pas rose non plus, mais on n'a pas vécu ce que ces enfants sont en train de vivre aujourd'hui. Si je prends le cas des enfants qui vivent dans les zones où il y a inondation, il y a même eu des arrêtés pour dire carrément d'arrêter l'école dans ces zones. Et c'était pour la suivi des enfants. Le niveau d'eau est allé jusqu'à 800 cm. Quand vous avez 8 mètres de hauteur, vous voulez que les enfants fassent quoi? Donc, pour la sécurité des enfants, on était obligé de dire aux enfants de rester à la maison, le temps d'attendre l'étiage, que l'eau soit retirée. L'eau va se retirer quand? Il y a des écoles qui ont été récupérées, je vais dire, par la population, qui a été inondée dans d'autres zones. L'école n'a pas été inondée, mais ces écoles ont été utilisées comme lieu de refuge pour la population. Dans ces conditions, les enfants restent à la maison. Pour combien de temps? On ne sait pas, parce qu'actuellement, nous ne contrôlons pas les intempéries et ça peut continuer. Ce qui fait qu'il y a une problématique qui est là. Et je sais que les gouvernants réfléchissent, parce que je ne suis pas bien placé pour en débattre. Ils réfléchissent, ils vont trouver des solutions. Mais nous avons pitié de nos enfants quand nous les voyons. Quand des gens postent des vidéos sur des réseaux sociaux et montrent des écoles où il y a ces problèmes-là, quand on les regarde, on voit les enfants dans des bacs, le caille sur la tête, donc de marcher dans l'eau, on a pitié. Mais ce n'est pas la faute des gouvernants, ce n'est pas la faute des enfants. Mais par rapport au temps qui a été fixé, pour le problème de l'harmonisation, on s'est mis dans un engrenage, on s'est mis dans un piège. Et si on peut se retirer maintenant, c'est vrai que c'est en 2020 que le programme va commencer pour l'harmonisation. Mais cette année, l'année passée, l'examen blanc de l'année passée a été un test. C'était un examen blanc de l'UEMOA. 2020, c'est l'année prochaine. Et rien ne prouve que l'année prochaine, nous n'allons pas vivre ce que nous vivons cette année. Donc, il urge donc de prévoir quelque chose. Parce que nous ne vivons pas dans les mêmes contextes. Même au Bénin, simplement, tous les points du Bénin ne vivent pas les mêmes choses. Il y a des écoles qui fonctionnent normalement, où ils ont peut-être tous les enseignants, il n'y a pas d'intempéries, les cours se déroulent normalement. Il y a d'autres, les enfants sont à la maison. Ils passeront le même examen. Donc, il y a une situation là, il y a un problème, et il urge de réfléchir. Je crois que les gouvernements nous écoutent. Ce qu'on dit est sérieux. Monsieur Sabo Fanou, vous avez, durant votre parcours aussi, été sollicité ailleurs que votre territoire. Est-ce que c'est de la même manière que les gens procèdent? Non. Bon, pour ce que je sais, disons que j'ai été sollicité très loin d'ici. La situation n'est pas toujours la même. J'ai été sollicité dans un pays d'Amérique latine, mais présentement,
pendant que j'étais encore ici, j'ai été sollicité par exemple dans une université du Nigeria. Quand la situation se présente comme ça, il y a forcément des écoles quelque part. On s'arrange, même s'il faut marcher d'ici pour faire peut-être 1 kilomètre, on s'arrange pour que ces élèves-là n'aient pas l'intention qu'ils sont laissés pour compte, mais qu'on les prenne en compte dans cette école-là pour créer peut-être un surplus d'effectifs dans la dite école qui n'a aucun problème d'intempéries. Mais je ne dis pas que c'est forcément ce qui se passe à l'Est qui doit se passer à l'Ouest. Mais il importe que nous, ici, nous puissions trouver... je suis convaincu d'une chose. L'homme a été fait pour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent à lui. Il est question seulement d'avoir un minimum d'amour pour autrui, d'avoir un minimum de patriotisme et un minimum d'élan pour sauver l'autre, d'altruisme. Si on trouve ça, on va essayer de faire beaucoup de choses. Parce que cette année, par exemple, j'ai appris, dans un établissement, il y a 67 professeurs en surplus. Il y a eu tout l'effectif de professeurs dont on a besoin. Et en plus de ça, il y a eu 67 en surplus. Ailleurs, il y a eu 84 comme déficit. Ça veut dire qu'il est question. Je sais, ce qui se passe cette année, c'est peut-être un début. C'est peut-être ça qui a fait que beaucoup de choses ont changé. Il y a eu un méli-mélo. C'est comme on dit à des gens, bon, vous qui êtes sur les bancs, courez vers l'étage. Et ceux qui sont sur l'étage, venez maintenant vous asseoir sur les bancs. Entre-temps, là, pendant les 5 ou 10 minutes de changement de place, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des gens vont tomber, des gens vont perdre peut-être leur sac. J'ai l'impression que c'est un peu l'image qu'on vit aujourd'hui par rapport à la gestion de l'école. Et je n'accuse pas encore ceux qui veulent combler le vide. Faire en sorte que les enseignants soient d'abord de qualité et qu'ils soient en quantité suffisante. Je crois qu'il y a ce flottement-là. Mais il faut qu'on amoindrisse les problèmes qui se causent. Il suffit de bien se renseigner. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, les agents de renseignement pour l'État, on en a plus besoin pour la société que pour l'État. Parce que nous ne sommes pas dans un État en guerre. C'est vrai que l'État en a besoin. Mais on en a besoin pour savoir si chez vous, M. Kojovi, dans votre village, comment ça se passe les choses là-bas. Oui, allô, ici, nous avons un déficit de temps. Lorsqu'on communique comme ça dans une journée, vous voyez ce qui peut se faire dans une semaine. Mais lorsqu'on attend qu'il y ait une délégation du ministre ou bien du ministère qui programme une sortie sur une zone donnée, ça va peut-être durer 1 semaine, 2 semaines. Et quand ils iront là-bas, ils ont dit, nous allons prendre les moyens, les mesures idoines. Nous allons prendre là... La formule consacrée. Très bien. On va quitter là-bas d'abord. On va faire le temps du chemin. On va arriver ici. On va convoquer un conseil ou bien une réunion du ministère des agents. Et pendant tout ce temps, le mal continue. Mais si on communique, il y a des agents qui donnent l'information au jour le jour, on pourrait dire dépêcher ceci. J'ai l'habitude de dire aussi, gérons l'école, gérons les renseignements concernant nos écoles, comme on gère le bac et l'office du bac. Parce que pendant la période du bac, si vous faites le bac à Parakou, et que moi je suis à Cotonou ici, de 8h à 5h à 8h10, nous sommes au même niveau d'information. Vous qui êtes à Parakou, moi qui suis ici, et celui qui est à Tukuntuna. Il faut mettre ça en place pour que les échanges se fassent. Là, les solutions sont beaucoup plus rapidement apportées plutôt que d'attendre des commissions avec des véhicules qui font la cohorte, qui font... Sincèrement... Alors, ça c'est la réalité de l'école, mais en tant que parent, cette fois, on descend donc au niveau donc, de la santé de ses enfants. Dr Koumolo a évoqué tout à l'heure les eaux qui sont à 8 mètres de haut. Pour la survie des enfants, il vaut mieux donc stopper les activités académiques à ces niveaux-là. Mais au-delà, vous savez que c'est des régions, que ce soit le Niger, le Bénin et autres, c'est des régions qui sont véritablement enclines également à certaines épidémies, durant les crues surtout, le choléra. Alors, comment sauver ces enfants de ces maladies hydriques? Là, il faut que les parents soient mis à contribution. Il y a d'abord les maladies liées à l'eau. C'est les plus fréquentes. Actuellement, quand vous avez la stagnation de l'eau quelque part, forcément le paludisme va grimper. Et dans ces conditions, il faut une sensibilisation auprès des parents pour l'utilisation des moustiquaires, etc., pour protéger d'abord les enfants. Parce que l'eau va amener beaucoup d'autres maladies. Liées maintenant aux maladies hydriques. Vous savez, le ruissellement de ces eaux qui colportent tout sur leur passage va drainer ces polluants dans les puits. Ils n'auront pas l'impression de boire directement les eaux de ruissellement. Ils diront que c'est là-bas qu'il y a une inondation.
mais ces eaux sont déjà rentrées dans le puits. Les eaux ont lessivé tous les excréments qui sont dans les champs, tout ce qu'il y a comme bactéries sur le terrain, et déversé dans le puits. Et ils boivent les puits. Les nappes à qui fait, tous ceux qui ont fait les PEA à la maison, les points d'eau autonomes, ça va rejoindre les nappes. Donc ils vont les boire forcément, avec les problèmes, comme vous avez dit, le choléra, les diarrhées et toutes les infections bactériennes vont s'en suivre. Forcément, quand il y a ces genres de catastrophes et de l'inondation, il y a automatiquement des maladies hydriques qui vont s'en suivre. Et bientôt, nous aurons ces problèmes. C'est vrai qu'avant que ça ne soit là, il y avait déjà, on a entendu les descentes des autorités dans ces régions, au niveau donc surtout le Mono, le Koufo, je l'ai lu quelque part, et qu'ils ont donc sensibilisé la population par rapport à ces mesures sanitaires qu'ils doivent prendre, que les gens doivent prendre par rapport à ça pour éviter ces genres de maladies. C'est déjà dit, et c'est là sur le terrain. Mais ça ne suffit pas, il faut augmenter la sensibilisation juste au niveau des foyers, des ménages, pour permettre aux enfants de ne pas ajouter à tout le calvaire de tomber encore malade, bien qu'ils ne soient pas ils soient à la maison, ils ne soient pas à l'école, ils ajoutent encore à tout ce calvaire, le calvaire de tomber malade. Professeur Sabou-Fanou, oui. La même question. Oui, la même question. Moi, quand vous posez cette question, je me dis, mais qu'est-ce que ça coûte à nos dirigeants, à nos bailleurs de fonds, à nos riches citoyens? Parce qu'il y a des citoyens qui ont l'argent. Ce n'est pas moi qui leur ai trouvé leur argent, mais ils en ont et ils veulent bien faire de l'aumône peut-être. Qu'est-ce que ça coûte? À Cotonou, ce n'est pas évident parce que c'est une zone marécageuse. Mais moi, j'ai fait l'expérience des forages dans Calavi. Et je vous assure, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'eau n'est pas à 2 mètres du sous-sol. Il n'est pas à 2 mètres de la surface, je veux dire. À Cotonou, on creuse et parfois à 2 mètres, 3 mètres, on a déjà de l'eau. Et on se dit, voilà de l'eau. Parce qu'on pense que tout ce qui sort du sol, c'est de la bonne eau. Mais ce n'est pas évident. Alors que les forages dans les zones où on a des sols bien fermes, comme Calavi, comme Abomey, ainsi de suite, il y a des zones où on peut résoudre le problème de maladies hydriques là en faisant la politique des forages. J'ai fait, disons, une estimation. Je me suis rendu compte qu'avec 500 000 francs CFA, on a déjà de l'eau potable, quelque part venant très loin du sous-sol. De l'eau potable à 34 mètres, 36 mètres de la surface du sol. Il y a moins de risques avec cette eau qu'avec des puits de 3, 4, 5 mètres. Pourquoi ne pas axer notre politique vers cela? Et ceux qui ont, par exemple... Ça ne donne pas des milliards, on peut prendre des 10%. C'est dommage, parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire, pour être heureux, il faut s'assurer qu'on a rendu heureux le maximum de gens possible. Pour être heureux, pour avoir, il faut donner. J'ai vu des gens qui ont de l'argent et qui achètent des portables de 542 000 francs à une fille de 4e. Je le dis parce que c'est un exemple concret vécu. À une fille de 4e qui ne sait même pas ce que c'est que la vie, qui n'a pas encore continué fermement de faire ses études. Je crois que celui qui a pris 542 000 francs pour acheter un portable à une fille, juste parce qu'il veut lui faire plaisir, s'il n'a pas une idée machiavélique, dangereuse et infernale derrière la tête, mais pourquoi ne pas prendre cet argent et s'assurer que dans une agglomération de Calavi, une centaine de personnes boivent l'eau que lui l'a permis de forer plutôt que d'aller gaspiller cet argent. Je crois qu'il faut réorienter. Et ce que vous dites là, par exemple, par rapport aux enfants, vous les voyez patauger dans l'eau. C'est l'insouciance, c'est normal. C'est là qu'intervient le rôle des parents. Personne, en tant que parent, ne devait laisser son enfant aller patauger dans l'eau, non seulement pour des raisons d'hygiène et de santé, mais écoutez, il est clair que lorsque vous pataugez dans l'eau sous la pluie, vous avez des risques d'électrocution par la foudre. Il y a tout cela. Donc, alors, le rôle des parents... Sabou-Fanou, on va sortir de cette émission. Vous avez encore 30 secondes. Peut-on sauver l'année scolaire 2019-2020 sans exagérer? L'année scolaire 2019-2020 sans exagérer? Oui. L'année scolaire n'est pas encore en péril, à mon avis. Si elle doit être en péril, ce sera par la faute des hommes. Si nous faisons une émission de ce genre et que des gens se disent, attention, il y a une émission, on a dit ci et ça, et qu'ils prennent le taureau par les cornes, l'année sera sauvée. Donc je crois qu'on peut. Bon, moi,
Oui, je ne dirais pas que je n'irai pas dans le sens de sauver l'année, mais je dirais qu'on aura les résultats escomptés pour cette année. Ça, c'est moi ma préoccupation, parce que je suis en situation de classe. Actuellement, tout se passe bien, mais sous d'autres cieux, dans le même Bénin, tout ne se passe pas bien. Le doyen a parlé des points d'eau autonomes. Les points d'eau autonomes ne sont pas autorisés. C'est vrai que les gens peuvent le faire. Jusqu'à présent, les gens le font, mais ce n'est pas autorisé. Le gouvernement va trouver d'autres solutions pour que les gens, pendant ces problèmes, ces moments de choses-là, ne soient pas confrontés à ce problème de manque d'eau. Est-ce que les résultats seront donc atteints? C'est là la grosse interrogation au cours de cette émission. C'est un enseignant en situation de classe qui se le demande. Quant à vous, chers parents, chers téléspectateurs qui nous suivez, apportez donc vos contributions pour une école saine et fréquentable pour nos enfants. Chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'est la contribution de SICA pour une école heureuse dans l'espace ouest africain et UEMOA surtout. À très bientôt.